là, ça fait 13 ans que je suis enseignante, 13-14 ans. Voilà, et D'accord. après ma première année d'enseignement, voilà, j'ai commencé les pédagogies alternatives après un an d'enseignement. Parce que je voyais que ça n'allait Voilà. pas. Ça n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas? La gestion de classe, l'écoute justement, et puis plein d'enfants différents et voilà les cours qu'on nous a enseignés étaient plutôt des cours magistraux, je dirais, et donc du coup, ben, chacun pouvait prendre ce qu'il pouvait prendre, mais du coup, il y avait des enfants qui s'ennuyaient peut-être un peu en classe, et puis d'autres qui avaient du mal à suivre. Alors même si on arrivait un petit peu à donner un petit peu moins d'exercices, celui qui avance plus vite, ben, on lui donnait un exercice supplémentaire, bon, c'était pas du tout suffisant, quoi. Enfin, donc voilà, donc je me suis vite aperçue qu'il y avait puis des enfants aussi qui n'avaient pas du tout envie d'apprendre à lire, à écrire. Donc il fallait aussi chercher des moyens pour les motiver et puis répondre aussi à leurs besoins, qui sont tous différents d'ailleurs. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça le problème du système scolaire tel qu'il est fait, c'est qu'il est fait par classe d'âge. Donc tous les enfants doivent apprendre à lire et à écrire ben, au même moment, en même temps, même s'ils sont pas prêts. Et c'est une classe de quel niveau que tu as en ce moment? Alors, j'ai du CP-CE1, voilà, c'est une classe de CP-CE1. Après, voilà, ça fait une dizaine d'années que j'ai des CP-CE1. Je peux avoir des CE2 aussi. L'année dernière, j'avais un CP-CE2. Voilà, mais c'est surtout essentiellement ce qu'on appelle du cycle 2. Donc vraiment D'accord. l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mhm. Ok. Et Donc alors j'ai comment fait, tu... j'ai fait énormément de formations, je dirais, en dehors de l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale ne répondait pas à mes attentes. J'étais un peu impatiente aussi d'avoir des réponses et donc on a vraiment du mal à être formé et il y avait beaucoup de difficultés aussi pour répondre à nos questions. Donc du coup, ben, j'ai pris des chemins de traverse. Et puis voilà, par d'autres enseignants, j'ai su qu'il existait voilà des pédagogies alternatives que je pouvais me former à côté de chez moi. Donc voilà, j'ai commencé par Montessori. Et puis je suis voilà donc très bien déjà ça m'a beaucoup apporté donc il y a une dizaine d'années et puis bah ça résout enfin ça j'avais pas non plus une complète satisfaction. C'était un peu compliqué aussi de le mettre dans le public. Alors je suis beaucoup le matériel Montessori, la posture aussi de l'éducateur, j'ai envie de dire, puisque c'est plus un éducateur qu'un enseignant. Et voilà, j'ai fait des stages après en pédagogie coopérative, notamment à l'école du Colibri aux Amanins, dans la Drôme. Mhm. Oui. Et puis bah, pédagogie Freidet, institutionnelle, voilà. Et puis sur le geste d'écriture aussi avec Daniel Dumont. Enfin voilà, j'ai fait un certain nombre de formations pour me permettre de répondre au fur et à mesure aux besoins que j'avais. Chaque année, j'avais toujours un nouvel élève qui avait des difficultés et que je ne maîtrisais pas et que j'avais besoin de voir un peu ben, d'autres astuces. Euh, voilà. Comme je dis, un enseignant, il a une mallette avec plein d'outils à l'intérieur et voilà, il faut sortir le bon outil en fonction de l'enfant. Et voilà, donc je me suis fait une valise avec beaucoup d'outils dedans. Voilà. Mhm. Super. Et la pédagogie freinée n'est pas non plus, n'est plus pas enseignée par l'éducation nationale. Il n'y a pas des stages, je veux dire, de pédagogie freinée qui sont dans le cadre de la formation continue. Alors non du tout. Non du tout. En Non. tout cas, dans mon département, c'est pas le cas. Je sais que c'est un peu inégal en France. Il y a certains collègues qui arrivent à avoir, parce qu'on a un quota d'heures en fait d'animation pédagogique obligatoire. Chaque enseignant en France a une obligation de 18 heures de formation. Et ils peuvent déduire en fait ce temps de leur formation pédagogie freinée. Seulement dans mon département, c'est pas, ça se fait pas. Donc du coup, c'est vraiment en dehors.
en dehors de toute formation reconnue par l'éducation nationale, même si ce sont des enseignants de l'éducation nationale, on se regroupe les samedis, les mercredis, voilà, avant les vacances en général, et puis on discute un petit peu des problématiques de classe et puis aussi de nos outils freinés. Voilà, à cette occasion-là. Après, il y a des stages effectivement qui sont organisés un peu partout en France, quasiment à chaque période de vacances. Voilà, à moindre coût. Mhm. Voilà, dans le Grand Ouest, il y a souvent des formations, enfin, tous les ans, en général, vers le mois d'août. Hein, voilà, en général, c'est au mois d'août. Ouais, moi Pendant j'avais les... fait au mois d'août à l'époque. Ouais, c'était en Mm. 67. Et qu'est-ce que je vais dire là? J'ai perdu. Et le matériel, qui c'est qui le paie alors? Alors le matériel, bah, du coup, c'est la mairie, hein, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans les pédagogies alternatives. Donc après, c'est un choix, hein, les enseignants. Alors c'est vrai qu'après là, c'est complètement inégal. C'est en fonction des écoles, en fonction du budget des mairies. Il y en a qui ont un peu plus d'argent que d'autres. J'ai la chance, je pense, d'avoir une commune qui me donne quand même assez de fonds pour financer chaque année de nouveaux supports pédagogiques. Donc voilà, après, il y a des collègues qui vont acheter des tas de manuels, voilà, 25 livres de mathématiques, par exemple. Bon, bah, moi, c'est pas du tout le cas, j'achète pas ça. J'achète du matériel, voilà, Montessori, Freinet, euh, voilà. Donc après, c'est un choix Super. pédagogique. Le sujet de ce soir, c'est écoute, attention, concentration. Donc, les pédagogies que tu utilises, en quoi est-ce qu'elles aident les enfants à être plus attentifs, à plus concentrés, être plus à l'écoute? Alors, plusieurs choses. C'est vrai que dans la pédagogie Freinet, Montessori, on laisse quand même beaucoup l'enfant être acteur. Donc, ce qui fait que l'enfant va décider, grâce à un plan de travail aussi qui a été établi, du choix des activités, d'une part. Donc là, du coup, il est beaucoup plus motivé puisque c'est lui qui va choisir de travailler telle ou telle notion. Donc ça, c'est important. Deuxièmement aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est on fait beaucoup de création. Donc en fait, les enfants doivent créer, que ce soit en français, en mathématiques, ce qu'on appelle en pédagogie freinée les créations mathématiques. En français, plutôt le texte libre, par exemple. Et c'est vrai que là, les enfants sont ben, vraiment acteurs. Hein. Donc automatiquement, déjà, ils sont beaucoup plus impliqués. Et puis, systématiquement, derrière toutes les créations, toutes les recherches, tout le tâtonnement euh, que va faire chaque élève, ils vont passer après individuellement devant toute la classe pour expliquer, pour présenter en fait leur création et expliquer aussi la démarche, comment ils ont trouvé tel ou tel résultat, comment ils ont fait leur création mathématique. Donc voilà, donc du coup ils sont beaucoup plus impliqués, ils savent que derrière ils vont le présenter aux camarades. Mais ce que je voulais dire avant tout, c'est, je pense que l'ambiance de la classe, c'est vraiment hyper importante déjà, je pense, dans un premier temps. Le climat de la classe est vraiment important. Au sein de ma classe aussi, j'ai fait une formation, j'ai commencé, ce que j'ai pas fini, en gestion mentale. Et ça, je dois dire en toute sincérité que ça m'a énormément aidé à comprendre aussi ce que c'était que de l'attention. Quand on leur demandait, dis donc, t'es pas assez attentif. Alors bon, enfant, Et ok, oui, ok, donc il essaye d'être attentif, mais au final, il comprend pas vraiment ce que c'est que d'être attentif. Donc du coup, tous ces gestes-là, les gestes d'attention, le geste de concentration, mais tout ça, je leur explique aussi qu'il faut qu'ils fassent des évocations en permanence. Donc, et je travaille beaucoup aussi en leur demandant comment on peut évoquer. Donc, je les questionne par un questionnement, ce qu'on appelle le dialogue pédagogique en gestion mentale. Donc, pour leur demander si ils ont une évocation dans la tête plutôt verbale
ou plutôt visuel aussi. Donc, je fais des Mhm. expériences comme ça, je fais beaucoup parler les enfants et donc ils comprennent un petit peu ce que c'est que évoquer. Et puis ils comprennent aussi que chacun a ses stratégies, que C'est tout le ça qu'il faut monde, voilà, aussi. Oui, et qu'on peut en apprendre d'autres, qu'on peut s'y prendre d'une façon, puis peut-être s'apercevoir que peut-être en s'y prenant d'une autre, ça peut être plus efficace. c'est ça. C'est ça. Donc, Mhm. c'est par un tâtonnement. Chaque enfant, tous les jours, j'interroge un certain nombre d'enfants. Et puis, sur leur processus, sur leur façon d'évoquer. Par exemple, je vais demander, je sais pas moi, 8 plus 5, comment ils vont trouver le résultat. Eh bien, ben, chacun va pouvoir. Alors, je peux pas interroger toute la classe, bien évidemment, mais chaque jour, j'en interroge trois ou quatre qui vont expliquer comment ils font dans leur tête. Voilà, pour qu'ils puissent comprendre que aussi, que ce soit être attentif ou concentré, bon après je pense que tu expliqueras les deux termes, mais qu'ils puissent comprendre en fait qu'il se passe quelque chose dans la tête. Je vois des personnes voilà, qui me demandent des exemples d'activités. Alors, bon, je suis pas non plus Voilà. à 100% freinée. Voilà, je tiens à le dire. Hein. Donc, je fais ouais, évidemment du freiné, Montessori, du classique aussi. Ça m'arrive aussi d'en faire. De la gestion mentale, beaucoup. Les intelligences multiples aussi. Enfin, voilà. Donc, je fais un certain nombre de choses. Pour tout ce qui est freiné, eh bien, les conseils de classe coopératif, le tutorat. Ils savent que s'ils sont devant un exercice ils ont des difficultés, bah, c'est vrai que là, les enfants peuvent perdre rapidement l'attention. Mais là, du coup, avec cette pédagogie, ils savent aussi qu'il y a des tuteurs qui sont disponibles pour eux, pour les relancer, justement, les aider. Alors, Le c'est plan quoi de les tuteurs? travail. C'est Les qui les tuteurs, donc, tuteurs? les tuteurs, ce sont des pères, donc ce sont des enfants, tout comme eux, qui se sont manifestés pour devenir tuteurs dans certains domaines, parce qu'on ne peut pas être non plus tuteur dans tous les domaines, hein. Mais voilà, certains enfants ont plus de capacités, par exemple pour de la numération, d'autres ce sera plutôt, ils veulent aider plutôt pour le calcul, d'autres plutôt pour la production d'écrits. Voilà, et tout le monde peut aussi s'entraider. Il y a pas, alors ce que j'organise aussi dans la classe justement pour ça, pour montrer que tout le monde est capable de transmettre quelque chose à quelqu'un. En pédagogie freinée, on peut faire aussi ce qu'on appelle les... Ah, je, je cherche, j'avais pris mes petites notes. Le marché des connaissances, voilà. Donc en fait, on est tous bons dans un domaine, hein. Donc du coup, on peut, comme si on allait au marché, en fait, acheter voilà des fraises, des bananes, etc. Bon là, chaque enfant en fait tient un petit atelier dans la classe. Alors je fais pas ça toutes les semaines, hein, bien entendu, mais on peut aussi instaurer ça. Donc ça laisse un climat de classe où n'importe quel enfant peut présenter quelque chose qu'il sait très bien maîtriser et apprendre à l'autre comment faire. Voilà, donc, mais ça peut Mhm. être très scolaire comme aussi en dehors aussi d'une matière scolaire, hein. Voilà, Mhm. donc Ben oui, bien sûr. c'est très important aussi. Donc le tutorat, alors j'apprends à tout le monde à être tuteur, hein, déjà d'une part, on y réfléchit ensemble, Mhm. on fait un débat, les droits, les devoirs du tuteur, mais aussi celui qui demande à être aidé, comment il doit se comporter. Donc ça Mhm. permet aussi d'améliorer, je pense, la concentration en classe, hein. Le fait de savoir qu'il y a toujours une bouée de sauvetage. Même si moi, je ne suis pas disponible parce que je suis avec quelqu'un, ils ne sont pas obligés d'attendre, hein. C'est ça. Et en même temps, ça travaille l'autonomie aussi. Ça leur permet de travailler l'autonomie parce qu'ils vont aller demander C'est à ça. quelqu'un d'autre que la maîtresse, quoi. Ils vont demander à quelqu'un à un père, à quelqu'un de leur âge, et c'est complètement différent de demander de l'aide à quelqu'un de même niveau, on va dire, d'âge, que de demander à un adulte, Oui, ben, ils non? préfèrent, hein, ils aiment beaucoup, hein. Ils aiment beaucoup. Voilà. Mm. Ok. Donc, Et donc, en fait, je vais peut-être parler, après on revient, ce qui me donne envie, en fait, de prendre la parole là-dessus, c'est justement le fait que, ils sont actifs,
les tuteurs vont expliquer à d'autres, etc. Et moi, j'avais envie d'évoquer de ce fait le cône d'apprentissage, la pyramide des apprentissages, avec tout en haut de la pyramide, on met le cours magistral ou la conférence. Donc, c'est-à-dire, on est passif, on écoute quelqu'un qui parle. Eh bien, on retient 5% simplement de ce que l'on a écouté. Ensuite, ce que l'on lit, on retient 10% de ce que l'on lit. La démonstration, quelqu'un nous fait une démonstration, au tableau, on va retenir 30%. Donc là, on voit qu'on est, récepteur, mais on est passif, on n'est pas acteur en fait dans l'apprentissage. Quand il va y avoir une discussion de groupe, là, on va commencer à devenir acteur et là, on va pouvoir retenir 50% de ce qui aura été dit. Des exercices pratiques d'application de quelque chose qui a été expliqué, on va appliquer des exercices, là, on va retenir 75%. Et là où on va retenir le mieux, jusqu'à 90%, c'est quand on enseigne aux autres. Voilà. Donc, voilà. Et donc, attention, concentration, écoute, quelle est la différence? Eh bien, en fait, faire attention, c'est être présent à ce qui se passe. Et c'est de l'écoute, en fait, et l'écoute au sens large, parce que l'écoute, c'est pas simplement avec son oreille, c'est vraiment une posture, être vraiment attentif, justement, pour écouter. Donc l'écoute, moi je dirais même, ça va beaucoup plus loin, y compris l'attention, c'est la conscience. Être Oui, la conscient, conscience, être là, voilà, et de faire des être là, allers-retours entre ce qu'on entend, ce que l'on voit, et oui, les images mentales qu'on se fait dans la tête. Donc ça, je pense que c'est important et c'est très important de le faire verbaliser aux enfants. Comment on peut être attentif? Ben, on donne un exemple. Par exemple, si je dis le mot maison, eh bien, je vais leur poser la question, bah, qu'est-ce que ça t'évoque, une maison? Et là, je sais que tu es attentif quand tu peux te fabriquer une image dans ta tête, une image mentale qui peut être sous forme visuelle, mais aussi auditive, parce qu'il y a aussi des gens qui vont entendre me répéter dans leur tête, ils vont m'entendre dire maison, ou même eux, ils vont s'entendre dire maison, mais ce sera plutôt auditif et non pas forcément visuel, comme on est tous différents. oui. Tous différents. Mhm, mhm. Et il y a le mouvement aussi. Moi, par exemple, je suis assez kinesthésique. Je vais vous demander aussi de partager le live pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. Je vois qu'il y a une quarantaine de personnes qui regardent. C'est beaucoup. Oui, voilà. Donc, ensuite, il y a également un temps d'attention qui est différent en fonction des âges. Un enfant, avant 3 ans, le temps d'attention, ça va être 10 minutes. Si on explique quelque chose à un petit, avant 3 ans, ça va être 10 minutes, à peine 10 minutes. Il va falloir faire ensuite une petite pause pour qu'il puisse bouger, etc., se distraire un petit peu. Si on veut aller encore un petit peu plus loin, pour lui demander encore un petit peu plus d'attention. 10 minutes de plus et encore, c'est pas sûr. Ensuite, de 3 ans à 6 ans, l'explication 10 minutes, l'application 20 minutes. Et de 6 à 12 ans, ben, le temps entre l'explication et le temps d'application, c'est 30-30. Et donc, c'est pas beaucoup par rapport à ce que l'on peut demander quelquefois donc, aux enfants de rester attentifs pendant beaucoup plus longtemps que ça. C'est normal qu'ils aient envie de... Un enfant a besoin de bouger. Un enfant ne peut pas rester assis tout le temps pendant des heures à écouter un adulte qui lui parle. C'est impossible. C'est ça, donc pour le côté kinesthésique, justement, bon, je me sers beaucoup du matériel Montessori, ça c'est sûr, hein, que ce soit en français, en mathématiques, mais aussi je peux euh, organiser, on va dire, des activités où les enfants sont obligés de se déplacer dans la classe pour pouvoir réaliser un exercice. Par exemple, je vais leur donner euh, les réponses ou un cheminement à faire dans le couloir. Donc en fait, ils doivent quitter la classe
aller dans le couloir et retourner à leur place tout en réfléchissant, en gardant en mémoire en fait ce qu'ils ont vu dans le couloir, retourner à leur bureau pour réécrire ce qu'ils ont vu. Et ensuite, voilà, ils font des allers-retours comme ça, classe, couloir. Et ce qui fait que voilà, le kinesthésique, c'est en marchant qu'ils vont se projeter des images mentales ou auditives, quoi. Voilà. Donc Mm. ça aussi, je propose également ce genre d'activité dans la classe. Super, et en même temps, c'est bon pour la mémoire de travail aussi. Mm. Parce qu'il faut qu'ils aillent voir dans le couloir, revenir à leur place pour continuer. Donc effectivement, il a fallu qu'ils mettent en mémoire en bougeant, mais en même temps, bon, peut-être que quand ils arrivent à leur place, ils se rappellent plus, certains, non? Ça n'arrive pas? Ils retournent, ils ont le droit de faire autant d'allers-retours qu'ils veulent. Alors je rassure tout le monde, c'est pas les 25 en même temps, évidemment, mais voilà, j'ai certaines activités sur le plan de travail où ils doivent voilà, faire des allers-retours comme ça de leur bureau dans le couloir. Après, c'est vrai que dans ma classe, alors j'ai une immense chance, c'est d'avoir deux classes, enfin d'être au milieu, d'être dans une aile au milieu, et j'ai une classe à droite, une classe à gauche inoccupée. Alors inutile de vous dire que ma classe, en fait, j'ai trois classes pour moi toute seule avec un long couloir, et donc du coup, bah, c'est la ruche. Ils sont un peu partout. Ils sont pas forcément tous sous mon regard, mais voilà, ça travaille, ça se déplace. Ils ont aussi la possibilité de travailler par terre sur les tapis, les fameux tapis Montessori. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc ça bouge. J'ai vu un commentaire qui parlait des enfants perturbateurs. Les enfants perturbateurs, alors j'aime pas trop ce terme, mais je peux comprendre des enfants peut-être un peu agités qui perturbent un peu la vie de la classe. Je suppose que c'est ça. Mais je trouve que moi, dans ce type de classe-là, cette ouverture que j'ai, le fait qu'ils peuvent se déplacer, choisir aussi les activités qu'ils veulent faire. Alors tout est un peu sous contrôle aussi parce que c'est quand même un plan de travail. Ils peuvent pas non plus. Euh, euh, voilà, il y a quand même une certaine limite aussi dans le choix. Mais je trouve que ça fonctionne moi très bien avec ces enfants-là. Ils sont très impliqués. Et puis je crois aussi qu'il y a surtout un grand lâcher-prise aussi de l'enseignant sur les attentes qu'on projette sur nos élèves aussi. Je pense que ça, c'est C'est important. ça. Alors, c'est vrai aussi que alors j'ai mis en place plusieurs choses pour les enfants qui ont un besoin de bouger. Donc, non seulement c'est vrai que selon les activités, ils ont le droit de bouger, j'ai mis en place aussi des ballons, les ballons de gym, là, sur lesquels ils peuvent s'asseoir pendant la classe. Donc, j'ai ça aussi. J'ai deux ballons à disposition dans la classe. Et j'ai aussi, depuis quelques années, un pédalo. Donc, du coup, ils peuvent pédaler sous leur bureau pour faire les activités. Donc, ça les amuse beaucoup. Et puis du coup, enfin, je trouve qu'ils sont pas si perturbés que ça. Du coup, voilà, ils arrivent à travailler malgré tout. Aussi, très important, j'ai un coin, on va dire, relaxation. Le coin du beau. Enfin, il y a un moment donné, les élèves ont le droit, à n'importe quel moment dans la journée, de quitter les activités intellectuelles, enfin, pour s'échapper pendant 5 minutes, 10 minutes, selon eux. Et donc, j'ai un petit coin isolé dans la classe, un peu protégé, voilà, avec de multiples activités pour retourner au calme. Donc déjà, c'est eux qui l'ont décoré, donc il y a des beaux dessins. On retrouve des Lego, on retrouve des activités aussi de manipulation, des puzzles, des mandalas aussi pour ceux qui aiment bien le coloriage, et des activités aussi de poinçonnage. Là, ils aiment bien ça. Et ce qui fait que voilà, ces enfants qui ont un grand besoin de bouger et qui sont très fatigables aussi, ils ont la possibilité de quitter la classe pour un petit moment, pour voilà, se relaxer. Et ils prennent vraiment ce coin, on n'a pas besoin de leur dire, ils y vont tout seuls et ils reviennent au bout de 5-10 minutes où ils me disent, bon maîtresse, ça y est, je suis de nouveau, je me sens là de retravailler. Voilà, donc j'ai cet espace-là qui est aussi ouvert. Enfin, Super. bon, Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils reviennent d'eux-mêmes. Ils n'en oui, oui, profitent oui. pas pour s'échapper complètement, quoi. Non, non, j'ai jamais eu le cas, non.
ils ont bien compris à quoi ça servait en fait. Oui, c'est ça. Après, c'est vraiment aussi un climat à mettre, un climat de confiance vraiment installé aussi dans la classe entre le maître, les élèves et puis et les élèves aussi entre eux. C'est très important. Mhm. J'ai vu passer un commentaire de personnes qui demandaient, mais tu l'as dit au début, c'était une classe de quel niveau? Des Donc CPCE1. c'est voilà, CP, CE1. Et donc les CP, CE1, ils ont encore besoin de beaucoup bouger. Oui, oui, Il y a oui. quelqu'un aussi qui demande pour les enfants qui sont hyper actifs. Est-ce que tu en as, toi? J'en ai eu. Je sais pas trop quoi répondre. Moi, le fait, je pense, de leur laisser la possibilité en classe de bouger, d'aller se relaxer à un moment donné, de choisir aussi un peu les activités, eh bien, ça passe. Alors, je dis pas que, bien sûr, ils sont actifs, ils ont besoin de bouger. On explique bien aussi aux autres enfants que ce sont des enfants qui ont ce besoin-là et qu'on est tous différents. D'autres auront d'autres besoins. C'est bien perçu aussi par les autres. Moi, enfin, voilà, ça me dérange pas tant que ça. J'ai pas, ça se passe bien, j'ai envie de dire. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai pris, alors là, par contre, j'ai pris beaucoup sur moi aussi pour lâcher prise, hein. J'ai fait un Ah oui, gros travail aussi sur ma posture. ben, c'est ça. Et oui, et oui. Je vois qu'il y a quelqu'un qui parle. Il parle beaucoup des enfants hyperactifs et comment les gérer, voilà. Mais justement, tu as répondu en disant que justement le fait qu'ils aient la possibilité de bouger, qu'ils aient la possibilité d'aller dans un coin, se relaxer, faire autre chose que d'activer tout leur intellect en permanence, leur mental, eh bien d'eux-mêmes, ils reviennent, ils savent ramener, en fait, se ramener eux-mêmes aux activités. Donc, je pense que effectivement, je pense pas qu'il y a. Enfin, moi, je n'ai pas une longue expérience de l'enseignement comme ça en groupe. Moi aussi, j'ai commencé avec la pédagogie freinée. Et les élèves restaient même à la récréation. Ils ne voulaient pas sortir en récréation. Ils voulaient rester, terminer le travail qu'elles étaient en train de faire. Et j'avais obtenu de la direction qu'elles puissent sortir en dehors des heures de sonnerie, là, de récréation. Et elles allaient finalement aux toilettes. Elles restaient pas longtemps dehors dans la cour. Et elles rentraient même pour faire les activités que l'on faisait en classe. Donc, C'est ça. J'ai un enfant là cette année enfin depuis 2 ans qui bouge beaucoup, qui a un grand besoin de bouger. Alors c'est vrai que aussi la pédagogie freinée, c'est cadrer vraiment. Enfin, il y a beaucoup de cadres également. On peut croire aussi que freiner, tiens, c'est un peu la totale liberté. Non, pas du tout. Il y a plein de limites, il y a plein de règles également. Et notamment quand on fait, bah, que ce soit les débats philo, quand on fait des conseils coopératifs ou les quoi neufs, où là on est vraiment tous ensemble en arc de cercle et on doit vraiment respecter la parole de chacun. Alors c'est vrai que ces enfants dits un peu hyperactifs pourraient avoir un peu de mal à rester assis. Alors moi, voilà, il y a des coussins, on est tous en rond, posés, enfin voilà, on est assis sur des coussins individuels. Ça pourrait en déranger. Et puis au final, c'est vrai que c'est quand même assez cadrant. Alors moi, on les appelle, enfin, tout le monde peut aussi un peu gêner la collectivité. Donc j'appelle ça, enfin, on appelle ça chez Freinet des gêneurs. Donc voilà, donc on dit attention, tu as été gêneur une fois puisque tu as fait telle ou telle chose, gêneur 2 fois. Bon, et donc à un moment donné, ben, ils peuvent pas voter, par exemple, lors d'un conseil, où ils vont continuer d'écouter l'activité de groupe, mais ils vont sortir du cercle pour retourner à leur place et ils pourront plus interagir avec le groupe. Donc le fait de faire ça, ils perdent un droit. Et bah, du coup, je trouve qu'il n'y a pas, voilà, ils pourront être gêneurs une fois, 2 fois, mais au bout de 3, ils savent qu'ils vont devoir quitter le groupe. Ils pourront pas voter, ils pourront pas proposer des activités. Et donc, du coup, ça s'arrête à 2 fois, quoi. hmm. Ils arrivent à maintenir quand même leur attention, même sur des moments qui peuvent durer plus de 30 minutes pour un conseil de classe, hein. Mhm. C'est bien.
Et ce que je n'ai pas signalé tout à l'heure par rapport à l'attention, c'est qu'il y a aussi un temps biologique de l'attention. Et ce qui est, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est de 19 heures à 3 heures du matin. De 19 heures à 3 heures du matin, c'est le moment du repos. Et de 3 heures à 11 heures du matin, c'est l'hémisphère gauche qui s'éveille. Et c'est là le moment propice pour les activités mentales. De 3 heures à 11 heures du matin. Donc quand on entre en classe à 9 heures du matin, ça ne nous fait que 2 heures. Et de 11 heures à 19 heures, ben c'est l'hémisphère droit qui est plus sollicité et ça va être les temps de créativité et d'exercice physique. Donc c'est intéressant de connaître ce temps biologique parce qu'on peut comprendre que les enfants l'après-midi ben, ne soient pas forcément dispo pour des activités intellectuelles. Voilà, bon, je sais pas, moi je me souviens plus d'où j'ai sorti ça, mais je pense que c'est quand j'avais fait la formation Tomatis. Parce que Alfred Tomatis, là, il a éduqué 20 enfants, en plus des siens. Et il les faisait coucher tôt le soir, il les réveillait à minuit pour les faire travailler, et recoucher pour que pendant le temps de sommeil, ça s'intègre. Et lui-même, il se couchait tôt, je crois qu'il se couchait vers les 20 heures, et il se relevait à minuit pour travailler. Et puis, bon, parce qu'il travaillait beaucoup, hein. Il était à la fois médecin ORL, il continuait sa recherche et il écrivait. Donc, il lui fallait bien le temps de faire tout ça. Donc, il dormait peu, il dormait 4 heures par nuit, et il se couchait à 8 heures et se levait à minuit pour travailler. Donc c'est vrai que ça aussi c'est important à savoir que il y a, il y a un moment pour les activités intellectuelles et un moment pour la créativité, les exercices physiques. Alors de 11 heures à 19 heures, ça veut dire que les enfants finalement, ça va ils sont en train de faire des activités intellectuelles l'après-midi et que là ils sont peut-être plus fatigués, plus envie de bouger l'après-midi que le matin. Tu as remarqué ça toi? Oui, oui, oui. Après, ça dépend de la période, ça dépend de plein de choses. Si c'est un lundi ou un mardi, ça change. Je parle pas du mois de décembre, où là tout est compliqué, que ce soit le matin ou l'après-midi. Oui. Euh, donc, oui, il y a certaines choses, mais je crois surtout qu'il faut panacher entre des temps individuels, des temps collectifs, des temps aussi de pause, de mini-pause entre deux nouvelles notions. Donc aussi souvent, ce que je fais, c'est quand on a fini voilà une activité, avant d'en entamer une autre, ben, on peut faire une petite pause relaxation, voilà, qui dure pas longtemps, qui dure 2 minutes, mais ça permet aussi de rattaquer autre chose. Donc je pense que ça aussi c'est important, parce que le problème de l'enseignant malgré tout, ce sont les programmes, et puis voilà, on doit enchaîner, 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 enchaîner. Et on leur laisse jamais le temps de se poser. Ils n'ont pas le temps de ranger le matériel dans le casier qu'il faut déjà sortir autre. Enfin, voilà, on est abominable pour ça. Donc voilà, vraiment prendre le temps aussi. Il faut vraiment qu'il y ait un lâcher prise là-dessus. J'ai vu une Mhm. question tout à l'heure sur est-ce que la pédagogie freinée pouvait s'appliquer en maternelle enfin, est-ce qu'il y avait une limite d'âge, Ah, je l'ai pas vu. que ce soit freinée ou Montessori. Bien sûr, on commence. Alors, évidemment, Montessori, même, je dirais, en sortant de la maternité, déjà, il y a des choses qui ont été faites en Montessori, donc automatiquement, il y a tout âge, je dirais, jusque. Moi, j'avais envie de te poser une question par rapport au programme, justement. Comment tu Oui. fais donc? Alors déjà, il y a un gros lâcher prise. Ensuite, les programmes du cycle 2, c'est du CP au CE2 aussi. Donc les enfants ont le temps maintenant d'apprendre à lire, à écrire, on leur laisse le temps. Ce que je fais, alors c'est vrai qu'aussi en pédagogie freinée, tout n'est pas complètement programmé, c'est-à-dire qu'il y a une part un peu
je sais que quand je rentre en classe le matin, je souhaiterais aborder telle ou telle notion. Mais si jamais les élèves m'emmènent sur autre chose, pour X ou Y raison, et ben du coup, je vais mettre de côté la notion que j'avais prévu d'aborder et je vais partir sur autre chose. Alors là, évidemment, en pédagogie, enfin, dite traditionnelle, c'est juste pas possible. Parce que le programme est découpé en 36 semaines, découpé voilà, en 36 semaines, en d'heures de cours. Et ce qui fait qu'on sait très bien que normalement, telle journée, on doit aborder telle notion, le lendemain, on doit aborder telle notion pour arriver à boucler le programme à la fin de l'année. Alors du coup, évidemment, en pédagogie freinée, on fait plus ça. Alors ce que je fais pour me rassurer et rassurer mon inspecteur, c'est que j'ai une liste de compétences et d'activités qui est accrochée dans la classe et au fur et à mesure qu'on aborde une activité, une notion, ben, je barre simplement au fur et à mesure. Et puis au dernier trimestre, ben, je vois ce qui reste à faire. Alors après, je peux induire évidemment ce qui reste à faire. On dit attention là, bah, écoutez, on n'a pas travaillé ça et quand même, ça serait bien de le voir à la fin du CP. Donc, bon, je vais insister un peu. Puis les élèves vont me dire, oh, oui, d'accord, maîtresse, il y a pas de problème là-dessus, quoi. Mais je vais pas évidemment faire tout le tour complet du programme en toute sincérité. Voilà, que ce soit au niveau des sciences, de toute façon, ce qu'on appelle la découverte du monde questionner le monde, eh bien, on a plusieurs années pour le faire, donc on a le temps d'aborder les différentes thématiques. Voilà. Mhm. Après, je C'est ça. reste un petit peu moins, j'ai pas lâché prise quand même sur la lecture, je dois dire, où là, Mhm. je suis restée quand même avec une programmation établie chaque semaine. Je laisse une part aussi d'improvisation et d'écoute de mes élèves. Si je sens que la notion n'est pas passée, bah, ça pourra durer 15 jours, tant pis. Mais voilà, donc je laisse un peu aussi, je regarde le comportement de mes élèves aussi. Et donc justement pour l'apprentissage de la lecture, tu les fais avancer chacun à leur rythme ou tu travailles de manière globale? Alors là, justement, là, j'ai pas encore. Là, ils travaillent quasiment tous en même temps. Voilà, là, il n'y a pas trop de parcours individuel, je dois dire. Donc, je suis encore avec. Alors, je travaille avec les alphas, avec Borel Messoni depuis des années déjà. Euh, voilà, donc j'ai établi moi voilà une progression hein, de la lecture qui est par rapport à bah, ce que tu nous fais aussi dans le groupe là. Donc c'est, je dirais, la même progression. Après, évidemment, je me rends bien compte qu'il y a des enfants qui. Alors, le fait de multiplier, je voudrais, avant de dire ça, le fait de multiplier les façons de faire, c'est-à-dire que le kinesthésique avec les alphas, avec le Borel Messoni, du coup, il y a beaucoup plus d'enfants qui peuvent progresser et qui prennent ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin des alphas, d'autres c'est plutôt Borel Messoni, puis d'autres ils en ont pas besoin de tout ça, mais ils apprennent aussi. Mhm. Donc, en différenciant de cette manière-là la pédagogie, beaucoup suivent. Mais je dirais, il y en a toujours un qui est un petit peu plus en retard que les autres. Alors là, effectivement, après, je vais beaucoup ralentir pour lui et il ne sera pas forcément du coup dans le collectif. Oui, mais tu peux donc le faire travailler. Il y a peut-être pas qu'une seule personne quand même qui traîne, non? Si, tu en as qu'un? J'ai une petite classe, alors ça peut être en général c'est enfin oui, un ou deux individus quoi. Combien tu as d'élèves dans ta classe? J'en ai 25. D'accord. C'est quand même, tu dis une petite, c'est déjà pas mal quand même pour des CP, Sylvain. Oui, oui, oui. Alors après, les CE1, voilà, je peux en avoir aussi où ils ont un parcours un petit peu différencié par rapport à d'autres, qui lisent vraiment très très rapidement. Et puis voilà, après, il y a une différence de niveau après en CE1 qui s'établit. Et donc là, le parcours est un petit peu plus individualisé en fonction des D'accord. besoins de chacun. Ouais. Je vois qu'il y a IFAC qui dit dommage, ça a coupé quand Bettina répondait à la limite d'âge. Quelle limite Bon, d'âge, je alors, me souviens. IPAC, il n'y a pas de limite d'âge au niveau de Montessori, même en tant Ah, voilà. qu'adulte, si tu as envie voilà, de mémoriser. Moi, je suis très kinesthésique aussi, donc
Donc, même si je dois apprendre quelque chose de nouveau, j'ai besoin de me fabriquer des outils pour mieux mémoriser. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Freiner, c'est vrai que c'est quand même une pédagogie coopérative. Donc, qui dit coopératif, mais c'est un travail en groupe. Alors, automatiquement, petite section, c'est compliqué, je le cache pas, mais ça s'apprend. Déjà, apprendre à s'écouter les uns et les autres, à Oui. prendre la parole, prendre la parole chacun son tour. Donc, évidemment, c'est Avec plus le compliqué bâton, en petite section, mais il y a avec des le choses qui bâton de peuvent. parole, Oui, avec voilà, un avec le bâton bâton. de parole. Ouais. Mais voilà, ça se fait aussi en petite section. Bien sûr, on fait de la correspondance scolaire, on fait des créations mathématiques avec aussi des petites sections, avec des Lego, avec des jeux de manipulation. Ils vont créer évidemment quelque chose. Enfin, on fait des maths, ils peuvent créer aussi, voilà, ils vont créer des phrases en fonction d'une petite histoire qu'ils veulent raconter. Enfin, bien sûr, hein. Ça se fait aussi en petite section. C'est plus compliqué, mais ça se fait. Oui. Mhm. Pour la Oui, pédagogie, en maternelle, ça serait plus Montessori que Freinet. c'est ça. Ouais. Mm. Mais ça se fait, hein, vraiment, c'est très important d'ailleurs de le faire, de leur apprendre à communiquer, à s'écouter, à exprimer les émotions. Donc, il y a beaucoup de choses aussi à faire en pédagogie freinée en maternelle. Mhm. Comment faites-vous avec ceux qui ont des troubles d'apprentissage? 10. Ben, je dirais que enfin, moi, ce qui me sauve beaucoup, c'est quand même le matériel Montessori. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est vrai que j'ai énormément de manipulations différentes. Il faut savoir que pour chaque petite notion différente, Montessori avait créé ou avait pris aussi du matériel de certains confrères aussi. Quand on parle des tables de Mm. Seguin, c'est pas elle qui l'a inventé, mais j'ai énormément de manipulations pour chaque petite notion. Donc, ce qui fait que quand je vois un enfant qui a des difficultés, que ce soit un dyscalculique, que ce soit... alors après, le dyslexique, c'est plus compliqué, mais voilà, pour le dyscalculique, eh bien, il a tout le matériel de mathématiques qu'il lui faut. Et alors là, par contre, il adore, il adore, il adore. Évidemment, arrivé en CE1, il y a certains enfants qui veulent plus trop manipuler telle ou telle manipulation parce qu'ils l'ont déjà faite au CP et qu'ils en ont plus trop l'utilité pour faire des opérations, des additions, des soustractions. Et bien, et ces enfants-là qu'on dit un peu dyscalculiques, et bien eux, ils utilisent donc le matériel mis à leur disposition et ils peuvent réaliser les exercices au même titre que les autres. Donc voilà, donc il y a Mhm. une richesse déjà de matériel qui est présent dans la classe. Après, pour tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, bah là, après, j'adapte effectivement les textes, je mets les couleurs qu'il faut pour bien que le dyslexique repère les syllabes ou les petits arcs de cercle, vous savez, sous les syllabes. Oui. Donc voilà, donc Mm. après, j'adapte la lecture aussi. Voilà. Mm. Et là, tu as commencé à te servir du casque aussi, tu me disais? Oui, j'ai commencé, je l'utilise depuis septembre avec trois enfants de CE1 qui euh, sont un petit peu, euh, voilà, ils apprennent à lire tranquillement, mais oui, évidemment, ça ne suffit pas trop la vitesse. Si on devait les ranger dans des cases, évidemment, ils sont un petit peu en dessous au niveau de l'affluence, au niveau de la lecture, ils lisent pas assez vite. Ils sont à 30 mots par minute, donc c'est pas suffisant parce qu'en CE1, je crois qu'on doit arriver, on doit être autour de 80. Eux, ils sont à 30 mots par minute, donc évidemment, j'utilise oui le casque là Et alors, avec ces élèves-là. qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu t'aperçois de bénéfices ou pas? Eh bien, en tout cas, j'ai repéré pour deux des élèves. Alors, je ne sais pas si c'est dû au casque ou pas. Ça, on pourra peut-être pas le savoir, mais en tout cas, effectivement, il y a eu comme un petit déclic qui s'est opéré. Donc, une plus grande motivation et plus grande motivation de leur part, en tout cas sur la lecture, et vraiment une envie de faire cet exercice-là. Et voilà, donc une plus grande motivation. Et je vois effectivement que c'est plus facile pour eux, que ça leur coûte un peu moins.
Et est-ce que ils ont été surpris d'entendre leur voix? Alors bon, j'avais prévenu, oui, un petit peu au début, quoi. Évidemment, ils font les grands yeux comme ça, et puis bon, ils sont un peu habitués. Mhm. Et il y en a un pour qui ça fonctionne pas? Il y a, disons que, alors c'est mon élève qui est un petit peu justement, on pourrait dire hyperactif. Bon, alors du coup, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a d'autres paramètres aussi, je pense, qui rentrent en compte, et dont le psychologie, qu'on oublie aussi de parler. Parce que les enfants, ils arrivent aussi en classe, mais ils vivent aussi des drôles de choses à la maison et il faut aussi être Mhm. disponible pour les apprentissages et parfois, c'est pas facile. Donc, effectivement, pour cet enfant, c'est un peu compliqué d'analyser pourquoi il y a un petit peu un blocage un peu au niveau de la lecture et de l'écriture. Même s'il continue d'apprendre à son rythme, il y a plein de paramètres qui sont compliqués quand même. Mhm. Oui. Et au lieu de dire psychologique, moi, je préfère dire émotionnel. Parce qu'en fait, ce sont les émotions qui bloquent les capacités d'apprentissage. Parce que psychologique, on y met un peu de tout et on ne sait pas quoi. Mais émotionnel, on comprend bien que si l'enfant, il est anxieux, si s'est passé des choses à la maison, son cerveau n'est pas disponible pour l'apprentissage. C'est Et ça. c'est Donc, ça. Et l'émotion, voilà. Donc, sans faire de psychanalyse du tout, c'est de l'humain, ça. L'émotionnel, c'est de l'humain. On est des êtres de sensibilité. Et si on n'est pas disponible, si on est envahi par les émotions, on peut pas, on n'est pas disponible pour apprendre. Que l'on voilà, c'est soit ça. Donc, enfant ou que l'on soit adulte, d'ailleurs. tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est un petit garçon, voilà, pour qui c'est pas facile. Voilà, sa petite vie n'est pas facile. Voilà. Mhm. Ok, mais à l'école, vu l'ambiance qui doit régner dans ta classe, je suppose qu'il doit y trouver du réconfort quand même à l'école. Ah bah oui, oui, oui. Mais je crois que je suis. Tous les professionnels qui l'encadrent me disent que je suis la seule à réussir à le faire travailler. Voilà. Ah, Même en bravo. situation de duel, que ce soit avec les psychologues, les orthophonistes, orthoptistes, vraiment, ils ont vraiment beaucoup de mal. Ergothérapeute qui n'a pas réussi à faire son bilan jusqu'au bout. Voilà, bon, avec moi, il arrive à travailler, donc ben, je suis contente. Il est content d'être en classe, donc c'est le principal. Et puis il avance à son Mhm. rythme. Tant mieux pour lui. Super, bravo. Et on te dit, IFAC dit, est-ce que tu fais tout toute seule? Je suppose que ça te prend énormément de temps. Alors, Je toute sais pas. seule, quoi, qu'est-ce qu'elle entend par là? Oui, peut-être le matériel. Alors, le matériel, ça m'a pris beaucoup de temps pour le fabriquer et le mettre en place, oui. Ça n'a pas été fait en une baguette magique, ça c'est certain. Déjà, il fallait avoir le budget aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans une classe ordinaire Montessori, il y a un seul matériel, enfin, il y a énormément de matériel différent, mais on doit en avoir qu'un seul exemplaire. Moi, dans ma classe, tout est multiplié par 5. Donc, en fait, j'ai le matériel Montessori multiplié par 5, ce qui fait que voilà, les enfants peuvent ne pas forcément attendre qu'un autre l'utilise pour s'en servir. Donc, ça m'a pris énormément de temps, ça c'est sûr, mais maintenant, je dirais que le matériel, il est là, je le connais. Et en Mhm. fonction des difficultés de chacun, je me dis, ah, toi, il te faudrait plutôt ce matériel-là, est-ce que tu serais plutôt d'accord? Toi, ah, non, j'ai repéré ça, donc je vais te chercher tel matériel. Et donc là, du coup, le temps de préparation, il est pas, je suis pas trop accaparée. La seule chose, c'est qu'il faut que je vérifie mon matériel et qu'ils fassent eux aussi attention à pas perdre une perle, à pas perdre une étiquette. Si on perd une étiquette, une perle, alors là, comme c'est un matériel souvent autocorrectif, eh bien, ça peut poser des problèmes. Donc, il faut surtout vérifier que le matériel est en bon état. Mais ça me prend pas Mhm. de temps que ça. Une fois que c'est installé, c'est installé, hein. Mhm. Justement, je me suis libérée du temps, hein. Et chez Freinet, il y a je suppose que depuis le temps, moi c'était encore en 68, le matériel a dû évoluer aussi chez Freinet. Le matériel, comment c'est fait moi à l'époque, les bandes autocorrectives venaient juste de sortir. T'as connu ça? Alors, non, je sais pas de quoi tu T'as parles, pas je suis connu? désolée. C'était des boîtes dans lesquelles il y D'accord. avait donc une bande et donc les enfants pouvaient avancer, ils pouvaient reculer aussi, c'est-à-dire que ils avaient la correction après l'exercice qui suivait l'exercice, au lieu d'aller farfouiller dans les fichiers, Mhm.
ils avaient la correction et ils trichaient pas, hein. Oui. C'était incroyable. Donc tu les as, c'est sous forme de fiches actuellement ou où il y a du Ouais. matériel qui a été fabriqué Alors, il y a aussi, un du peu de tout. matériel Alors, j'ai plus. pas tout, hein, chez Freinet, j'ai pas tout du tout. J'ai certains fichiers, évidemment autocorrectifs. Et puis, alors, il faut savoir aussi qu'il y a des groupements d'enseignants qui, chaque année, construisent de nouveaux outils et les font partager à tout le monde. C'est bien Donc ça. voilà, toujours en fabrication, hein, voilà. Après, freiner, il n'y a pas tant de matériel que ça. Enfin, c'est surtout aussi, c'est beaucoup le tâtonnement, les créations. Quelque chose d'extraordinaire que j'ai mis en place seulement depuis l'année dernière, ce sont les créations mathématiques. J'ai commencé. Alors avant, je donnais des cours de géométrie, évidemment. Alors attention, on va étudier le triangle, toutes les sortes de triangles, on va étudier les quadrilatères, etc. Bon, ils étaient plus ou moins pas forcément attentifs, même si j'avais le matériel Montessori pour construire ces fameux triangles avec des barres de couleurs, même si, bon, bah, ça restait une leçon. Alors que là, le fait de leur demander de créer ce qu'on appelle une idée mathématique, qu'on analyse après ensemble en classe, en utilisant du vocabulaire mathématicien, en ayant un regard avec des lunettes de mathématicien. Ah bah alors là, j'avais le silence dans la classe, ils écoutaient tous parce qu'évidemment, on décrivait leur création. Donc automatique, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne vraiment très très bien. Donc oui, donc il y a Freinet, il y a du matériel, mais c'est surtout une pédagogie aussi du tâtonnement, de la création et être créatif dans tous les domaines en fait. Voilà, c'est laisser une part importante en création chez les enfants. Super. Ben, merci beaucoup. Tu vois autre chose à ajouter? Je vois Ifa qui dit les préparatifs, le programme, le matériel. C'était ça qu'elle voulait dire par est-ce que tu fais ça toute seule? Parce que c'était énorme en fait. Mais non, Bah, c'est déjà disons que ça ouais, les s'est fait au. préparatifs, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je crois que la posture de l'enseignant, alors en toute sincérité, la première chose que j'ai fait quand j'étais enseignante, donc c'était de faire mes formations Montessori. Je voulais du matériel, 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 avoir le plus possible de matériel dans la classe. Ce que j'ai fait, j'ai construit, j'ai mis en place, et je dois dire, ça fonctionnait pas trop. Mais parce que j'avais pas la posture du lâcher prise, et aussi Mm. je continue encore un peu à juger ou j'étais pas dans cette position un peu. Aujourd'hui, je me sens pas enseignante, je me sens plutôt éducatrice ou plutôt une guide en fait. Voilà, une guide pour Mm. aider les enfants à ce qu'ils apprennent à lire et à écrire et à répondre aussi à leurs besoins. Mais je me sens plus trop comme une enseignante. Et ça, cette posture-là, il m'a fallu du temps. Je l'ai trouvé un peu chez Freinet. Je l'entendais hein, chez Montessori, mais je me l'étais pas encore approprié. Il faut du temps. Ben oui, il faut du temps pour se transformer soi-même de l'intérieur. C'est Parce ça. qu'on a Et des réflexes. voilà, quelque chose aussi où je pouvais même ressentir, voilà, je suis honnête, quand voilà, on a passé des heures et des heures à construire un matériel et quand on a un enfant qui prend ce matériel et qui va pas forcément le respecter la première fois, et ben alors là, voilà, on fait les gros yeux, on est chargé en émotions et pas en émotions positives. Bon, et il fallait que j'arrive à évacuer tout ça, voilà, prendre du recul, beaucoup, Mm. beaucoup, beaucoup. Mm. Et Mm. pareil, au départ, quand on est enseignant, justement, tout est structuré. On a mis des heures à préparer un cours. Et puis, il y a toujours un enfant qui va pas nous le saboter. Ils font pas exprès. Mais en tout cas, notre cours, eh ben, ça va pas, ça marche pas. Et donc, automatiquement, nous ce qu'on voit, c'est qu'on a passé des heures à imaginer ça et qu'on va presque culpabiliser un élève qui nous a fait un peu rater notre cours alors qu'on a passé toute la bonne volonté à le faire. Alors qu'aujourd'hui, ben, ça me touche plus si je vois que ben, j'avais préparé quelque chose et que ça fonctionne pas ou que bah, c'est pas le moment, ils partent sur autre chose, bah, je reste bienveillante et puis je continue avec eux, mais je vais lâcher prise sur ce que j'avais prévu. Alors qu'avant, ça, C'est c'était ça. pas possible. Donc il y a Ouais. un En gros. fait, c'est de changer son regard, le porter sur l'enfant et puis pas sur nous. Voilà.
C'est ça, pas sur Et ça, nous et pas sur les programmes. Les garder quand même un petit peu au coin de la tête pour savoir ce qu'on fait. Évidemment qu'on est toujours dans les clous, mais oui, être plus sur, voilà, écouter davantage les enfants. oui, il y a une fois qui dit, j'ai pas compris ce que vous voulez dire par posture. Oui, la posture d'enseignant et la posture de guide, c'est comment on se comporte en fait C'est ça. avec les enfants. Voilà. Donc, ce qui est difficile aussi, c'est de se rendre compte parce que souvent on a, on a décidé de faire quelque chose pour le bien de l'enfant parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il faudrait faire ou qu'on devrait faire ça là maintenant. Mais lui, il n'est pas prêt à faire ça forcément au moment où nous, on veut le lui présenter. Mais on se rend pas compte que euh, on se rend pas compte qu'en fait on porte le regard davantage sur nos attentes que sur les besoins de l'enfant. Parce que nous on croit que on va répondre à son besoin, mais oui, mais pas là maintenant. L'enfant, au moment où on veut le lui présenter, s'il n'est pas prêt, c'est pas son besoin du moment. De quoi a-t-il besoin là maintenant? C'est une posture qui est très difficile d'ailleurs, hein, parce que il faut faire la part des choses entre laisser faire complètement et ça va pas non plus, et en même temps amener l'enfant à, tout en respectant ben, son besoin du moment. C'est hyper difficile. Voilà, et au niveau des besoins aussi, enfin, c'est important aussi, il y a tout ce qui est les besoins primaires, par exemple. Je sais qu'il y a des enseignants qui refusent à ce que les enfants sortent de la classe pour passer aux toilettes ou boire aussi dans la classe. Alors ça, c'est autorisé. Enfin, moi, les élèves, ils ont leur bouteille d'eau, ils peuvent boire à n'importe quel moment, s'ils ont soif, s'ils ont envie, évidemment, d'aller aux toilettes, ils sont pas obligés d'attendre la récréation. Mais tout ça, c'est vraiment aussi important de le mettre en place parce qu'un enfant qui a faim, qui a soif, qui a envie d'aller aux toilettes, bah, il n'est pas du tout C'est disponible pas aussi pour les disponible. apprentissages, quoi. Oui. C'est pas possible. Ben oui, c'est ça. Super. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Tu en as vu passer? Ah Là, oui, non. il y avait Oui. orthophoniste BSH, je me rappelle plus comment c'est déjà son nom. Concernant la lecture, comment arriver à ce que tous les élèves arrivent à suivre leurs camarades qui lisent? Ça, c'est dans le cadre de lecture collective, hein. Ben, je ne sais pas. Sans doute. Comment tu fais Ça, ta c'est un leçon de travail, hein, lecture? ça, c'est un travail, effectivement, si je dois faire un petit peu de lecture collective. Donc, effectivement, il y a un enfant qui va vouloir commencer la lecture, et puis après, je vais demander si un autre enfant veut bien prendre la suite, et puis encore un troisième, etc. C'est vrai que c'est un réel apprentissage, parce que eux, enfin, au CP, ils pensent que, voilà, je lis quand c'est mon tour. Et puis évidemment, quand c'est le tour des autres, eh bien là, ils perdent complètement l'attention et attendent finalement qu'on les rappelle ultérieurement en fait. Donc là, ben, je leur explique ce que j'attends d'eux, effectivement, qu'ils doivent arriver à lire évidemment oralement le texte devant les camarades, mais aussi arriver à suivre ce texte et puis voilà que en plus bon alors, je mets peut-être un peu de pression en leur disant attention je vais vous réinterroger et je vais bien voir où est-ce que vous en êtes bon c'est pas le top mais bon donc après je leur apprends différentes façons c'est-à-dire qu'on peut utiliser le doigt sous la lecture par-dessus selon les enfants, on peut utiliser une petite règle. Alors j'ai plein d'outils aussi disponibles dans la classe avec des espèces de réglettes de lecture Mhm. différentes. Il y en a qui sont transparentes, il y en a qui sont fluo, il y en a d'autres qui marquent juste une ligne. Voilà, ils essaient, ils tâtonnent, ils essaient plein d'outils différents pour arriver à suivre. Alors je dis pas effectivement que c'est 100% de réussite. Il y a des enfants évidemment pour qui c'est compliqué de suivre la lecture d'un camarade, d'autant plus si ce camarade est avancé et qu'il a une fluence beaucoup plus élevée, hein, ça c'est certain. Mhm. Mais je C'est leur très dis déjà difficile de d'essayer. suivre. C'est très difficile de suivre en même temps.
pour Voilà. les petits. Hmm. Et qui c'est qui dit j'utilise le jeu du chrono? C'est Alors, IFAC moi qui. aussi, ouais, alors le jeu du chrono, je sais pas ce que tu veux dire, IFAC, si c'est l'affluence. Donc, en fait, le fait de chronométrer en combien de temps on peut lire deux mots en une minute, je sais pas si c'est ça. Je le fais, bon, voilà, un petit peu. Il y a certains enfants, enfin même tous, là, j'ai pas, voilà, je vais pas faire ça toute l'année non plus parce que j'ai pas envie de les Non. fatiguer avec ça. Mais de Hmm. temps en temps, là, j'ai commencé depuis 15 jours à le faire. Et là, ils sont tous motivés, là. Donc, ils essaient Ah, de relire le texte pour essayer de gagner 3, 4, 5 mots à la minute. Ça les motive. Bon, mais je pense que voilà, je vais faire ça pendant cette période-là. J'arrêterai la période suivante pour pourquoi pas le refaire lors de la dernière période. Mais je pense que ça peut être un exercice un peu usant, enfin, qui va passer et d'intérêt si je le fais tous les jours. Ça, c'est certain. puis pas mettre trop de stress non plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, pour l'instant, ça, ils aiment bien. Super. Et je fais Bon, ça aussi, moi. ben, donc voilà. Donc c'était en réponse à plusieurs personnes qui avaient posé cette question. Donc est-ce que je pouvais faire un live sur attention, concentration? Et voilà. Et donc tu as vu comment ça s'est passé finalement, c'est que tu as répondu aux commentaires. Après il y a quelqu'un qui a dit ça serait super si on pouvait faire un débat. Un débat, je ne sais pas trop comment on pourrait organiser ça. Il faudrait peut-être que j'invite quelqu'un d'autre à l'écran. Ça, je ne l'ai jamais fait. Si je te supprime, je dois pouvoir inviter quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Bon. Et du coup, ben voilà, moi aussi, j'ai écouté ce qui se passait. Et puis voilà, ça, j'avais pas prévu. On n'avait pas planifié ça toutes les deux. Ça s'est Non, passé non. dans l'interaction. Voilà. Ça s'est passé dans l'interaction avec les personnes dans le groupe Mm. ou sur la Peut-être une page, je sais dernière chose aussi pour rendre les élèves aussi plus attentifs, c'est vraiment d'expliquer juste avant l'objectif en fait. Pourquoi on fait Voilà. telle ou telle chose et vers quoi, sur quoi ils doivent travailler. On prend souvent sur Internet, on trouve des vidéos, je sais pas si où on voit il y a, comment ça s'appelle? C'est une petite activité. Enfin, je sais que, enfin, il y a une activité où on regarde une petite vidéo et c'est un match de basket, hein, par exemple, et ça dure une minute. Et on regarde ce match de basket et à la fin du match, on nous pose la question suivante. Est-ce que vous avez vu un singe Ah passer sur oui, le terrain? Et oui. donc là, tout le monde, ben non, on n'a pas vu de singe, personne n'a vu de singe passer sur le terrain de basket. C'est non, non, ben non, 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 absolument pas. On repasse la vidéo une deuxième fois et là, on s'aperçoit, ben si, effectivement, il y a un singe, un homme déguisé évidemment avec une grande peluche en singe qui passe devant tous les joueurs, qui nous fait un coucou d'ailleurs et qui repart. Et du coup, on l'avait absolument pas vu. Mais oui, parce que nous, on pensait qu'on aurait peut-être une question sur le nombre de joueurs ou sur le nombre de buts, par exemple, de paniers. Et on a absolument, le cerveau n'a absolument pas vu cette grande peluche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, en classe, souvent, on n'annonce pas en amont l'objectif et sur quoi on va travailler. Je pense que déjà, ça, c'est essentiel pour que les enfants Ouais. puissent être attentifs. Il faut vraiment leur dire attention, il va falloir être attentif à telle chose. Voilà, il faut vraiment voilà, Mhm. être attentif, c'est tendre vers quelque chose et c'est vraiment important. Il faut leur dire en amont sur quoi on va travailler. Et ça, souvent, on peut oublier aussi. On fait cet exercice, mais on ne va pas forcément leur dire pourquoi. Mhm. C'est ça. Ouais, c'est important pour que le cerveau, en fait, qu'il y ait une direction, en fait, Et à qu'il y ait une l'esprit. direction. C'est ça. C'est Voilà. ça. Mhm. Mhm. Et Et ça, qu'est-ce parfois, qu'elle on n'y dit, pense Ifat? pas. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Tous les élèves suivent le texte en attendant leur tour. Ils lisent chacun. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Si elle veut dire, est-ce que c'est comme ça que tu fais ou... Non, moi, c'est un par un. Pas tous en même Oui, temps. mais Alors après, il peut y avoir plein de pratiques différentes, hein. je crois que c'est ce qu'elle veut dire. Tous les élèves suivent sur le texte en attendant leur tour. Et ils lisent chacun leur tour. C'est ça?
Oui, alors après, ben, ils sont tous différents. Donc, ils ont, voilà, pour mes petits élèves là qui lisent à 30 mots, bah, automatiquement, évidemment, leur lecture, elle est beaucoup moins. C'est une lecture où il y a une cinquantaine de mots. Pour les élèves de C20 qui lisent à plus de 80 mots par minute, bah, évidemment, ils ont un texte de 90 mots. Donc, ils n'ont pas forcément le même texte et je vais pas forcément Ils les n'ont faire lire en même temps. Enfin, voilà, c'est. C'est ça, ils n'ont pas le même texte, donc ils peuvent pas suivre ce que les autres lisent. Non, mais ce sera pas fait en même temps, hein. Là, ça va être Voilà. un. Voilà. Mhm. D'accord. Ok. Bon. Bon, ben merci beaucoup de ce partage. Est-ce que tu peux faire des vidéos? Ah, mais non, parce que c'est des enfants. Sinon, peut-être tu peux peut-être faire une vidéo de ta classe, de ton matériel, tout ça, peut-être. Ah oui, ça c'est possible, oui. Tu pourrais partager même sur le groupe de la formation. Ça Oui, peut oui, être intéressant. Peut-être pour montrer ce que tu fais, profiter de ton expérience et du fait que tu sois en activité, que tu puisses montrer. Peut-être pas avec les enfants, parce que là, bah, non, là c'est pas on peut possible. pas faire ça avec les enfants, mais au moins montrer un petit peu de ton matériel, ce que tu as créé, montrer ta classe, ou faire une petite vidéo de ta classe. Bah, disons Possible ça? qu'après, voilà, c'est le matériel banal, je dirais, de Montessori, hein. Voilà, et quelques fichiers PEMF, euh, voilà, que j'ai en classe. Je crois que surtout c'est la posture qu'il faut travailler. C'est ça. Ça prend Et des années. Enfin, en tout cas, pour ma c'est- part, ça m'a pris des années. Après, on est tous différents ouais, aussi, hein. c'est sûr que c'est sûr que ça prend des années, mais c'est ce qui est le plus important en fait, c'est ce que l'on est, parce que au début, moi, c'est pareil, quand je me suis installée en tant qu'orthophoniste, j'ai acheté plein de matériel, tout ça. Puis après, le matériel, eh ben, je m'en servais plus, hein, du C'est matériel. ça. Je créais au fur et à mesure avec les enfants. Moi, j'adore ça, créer pour un enfant qui est là. Après, ben, le matériel, souvent, si j'avais gardé tout le matériel que j'ai fabriqué pour les enfants, j'en aurais plein de matériel. Mais en fait, chaque fois, je fabrique, à part les jeux de cartes que je conserve, mais sinon, je fabrique pour l'enfant qui est là. Et c'est ça qui est passionnant, parce que du coup, c'est une co-création. C'est ça qui est passionnant en pédagogie. Dans une relation individuelle, si je sors du matériel qui est déjà tout fait, ça ressemble à l'école, en fait. Mhm. Donc, le truc en relation individuelle, c'est justement de ne pas faire comme à l'école. Voilà, après on peut. Alors c'est vrai qu'en collectif c'est un peu différent, mais Mhm. euh, pour l'orthographe, c'est vrai que je travaille aussi beaucoup avec les images mentales, donc je leur fais créer en collectif. Voilà, je leur pose la question, mais comment on peut arriver à mémoriser le petit mot, par exemple, après? Bon, voilà, donc je le dessine au tableau, enfin je l'écris au tableau, et puis on essaie après de raconter une histoire autour de ce mot et de créer des images mentales pour que Mhm. chaque enfant puisse, voilà, chaque enfant va donner une idée en fait pour Mhm. retenir ce mot-là. C'est fait coopérativement là pour le coup, pas individuellement. Oui. Mhm. Mais ça Mais marche. comme, voilà, parce que comme ils ont participé à la création, donc du coup, ils Oui, s'en souviennent. On est dans la c'est ça, partie justement d'apprentissage actif. c'est ça. C'est super. Mhm. Oui, c'est Ce qui est bien ça de important les faire. aussi en classe, ouais, c'est de les aider à apprendre comment je peux apprendre telle leçon, comment je peux apprendre tel mot, comment je peux arriver à me fabriquer. Voilà, ce que je leur dis à mes élèves, c'est très clair, c'est vous êtes des élèves, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des élèves et le métier d'élève, vous devez vous fabriquer des souvenirs. Voilà, c'est ce que je leur dis. Donc votre métier aujourd'hui, c'est de vous fabriquer des souvenirs et pas juste pour raconter, pas juste pour me faire plaisir, pas juste pour le raconter à papa et maman le soir en rentrant à la maison, mais ces souvenirs-là, vous devez les garder jusqu'à ce que vous deveniez un petit papy et une petite mamie. Voilà mes termes. Et voilà, donc ils savent qu'ils sont en classe pour se fabriquer des souvenirs et que je suis là pour les aider à se fabriquer ces souvenirs-là. Voilà, donc on essaie coopérativement de trouver des astuces, voilà, pour les calculs, pour un certain nombre de choses, où je me sers Super. aussi de multimalin.
Voilà, et ça, ils aident beaucoup, donc un peu dans cet Ah état oui, d'esprit-là. alors comment ça se passe là? Parce que moi, en relation individuelle, petit malin, j'ai pas trouvé que ça marchait forcément, parce qu'en fait, l'histoire, elle est déjà créée. Et en C'est fait, ça. les enfants avec qui j'ai travaillé préfèrent créer leur propre histoire. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est davantage l'état l'esprit Voilà, de, ben c'est ça. Mm. voilà. Et ça marche bien mieux si c'est les enfants qui créent leur propre histoire. On est bien d'accord. J'ai le même constat. Après, il y a des Ah, enfants qui adorent Multimalin et qui vont vraiment s'approprier quand même les vidéos et puis les histoires, hein. Pour certains enfants, ça va très très bien fonctionner. Je vois pour mon oui, fils, moi, alors c'est ça. personnellement, l'étape de multiplication, il est en CM2, il a vu Multimalin, il a commencé à le voir en CE1. Eh bien, il maîtrise tout le temps ces étapes de multiplication. Il est impressionnant, hein. Il les connaît peut-être même mieux que moi. Il me sort les calculs instantanément. Voilà, et pour d'autres, c'est pas suffisant, effectivement, vaut mieux que ce soit de la création. Mais, Oui, et donc j'utilise cet état d'esprit-là, cette façon de faire, je l'applique en fait à d'autres calculs et à autre chose. Et oui, ça c'est ça. fonctionne bien. C'est l'idée en fait qu'il faut retenir. Et c'est toujours pareil, hein, parce que ça aussi, ça a été créé pour des enfants particuliers et avec des enfants. Et après, c'est commercialisé. Et du coup, quand c'est commercialisé, c'est plus créé avec. Donc, c'est ça. Mais sinon, c'est une super bonne idée. Et je trouvais, moi, que les tables de multiplication, effectivement, ça marchait mieux avec les histoires des tables de multiplication qu'avec l'orthographe. L'orthographe, Ouais. ils sont davantage attirés par le jeu de plateau que par l'histoire elle-même. Oui, Et du coup, c'est pour moi, je trouve que c'est pas vraiment l'objectif. Ça les détourne en fait de l'objectif qui serait de pouvoir s'approprier l'orthographe du mot en créant eux-mêmes leurs propres histoires, leurs propres représentations, leurs propres dessins. Et alors que là, on leur donne quelque chose qui est tout fait, et ça revient encore en fait à être passif quelque part. oui. Alors là, c'est pareil, on n'en a pas abordé. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire, mais je donne pas, par exemple, des listes de mots à apprendre euh, pour jeudi, par exemple, et de faire une dictée dessus. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent de Mm. cette manière-là. Donc, ils ont, je sais pas. Alors après, selon les enseignants, ça peut être que 3 mots ou ça peut aller jusqu'à 10 mots, même voire 15 mots à retenir pour. Enfin, c'est fou. Et ils ont derrière ça une dictée de mots, par exemple, le jeudi. Et le vendredi, ils vont avoir une dictée de phrases avec les mêmes mots qu'ils ont vus le jeudi. Alors là, par contre, moi, c'est pas du tout le cas. Alors là, c'est vraiment individualisé pour le coup. Je pars de leur création. Donc, les enfants font des textes libres hein, de leur choix. Donc, ils peuvent écrire des histoires, ils peuvent raconter leur week-end, ils peuvent raconter, me faire un documentaire, un exposé sur un animal. Souvent, ça fonctionne bien, ils adorent. Et à travers leur premier jet, je vais noter tous les mots qui sont mal orthographiés. Et donc, du coup, ils vont devoir effectivement travailler sur ces mots personnalisés. Mais du coup, chaque enfant a une liste de mots différente. Voilà. Mm. Et du coup, ils l'ont à travailler. Je fais des dictées coopératives. C'est eux qui décident de faire la dictée quand ils se sentent capables de les écrire correctement. Et voilà, et ça fonctionne mieux quand même que de d'imposer, toujours pareil, hein, imposer des mots qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, c'est compliqué. Mm. Mm. Voilà. Ok. Et donc la dictée, quand ils font la dictée, quand ils sont prêts à faire la dictée, une dictée coopérative, ça veut dire ils la font ensemble, mais comme ils ont chacun leurs mots, comment je comprends pas Ça. là, comment tu Alors en fais? fait, je mets à leur disposition une feuille et à chaque fois que je repère un mot mal orthographié, donc je rajoute un mot qu'ils doivent mémoriser. Donc effectivement, ils ont chacun une feuille différente. Sur cette feuille, il faudrait que je la montre. Là, je n'ai pas l'exemplaire, mais on a le mot décrit et à côté, on a des petits ronds. Et pour montrer, à chaque fois qu'ils s'entraînent, ils font une petite croix dans un petit rond pour dire, bah ça y est, j'ai essayé de l'apprendre une fois. Le lendemain, j'ai réessayé encore une autre fois. Et quand ils ont mis 3 petites croix ou 5 petites croix selon les enfants, ils vont me dire, bah tiens, moi ça y est, je suis prêt, je me sens à faire la dictée. Donc à partir de là,
c'est un camarade qui va leur dicter leurs mots. Et donc, le camarade va leur dire si c'est bien orthographié ou pas. Et donc, du coup, ils échangent. Donc, Ok. celui qui a fait la dictée va faire après la dictée de l'autre. C'est pour ça que c'est en coopération. Mhm. Mais ils ont des mots D'accord. différents. Super. Et alors là, il y a qui nous dit quoi? Qui demande un conseil, je crois, pour son fils. Mon fils aime lire, mais écrire est une tare. Oh. Et ne prend pas le temps d'écrire. Quelles paroles je pourrais lui dire pour le rassurer et l'encourager à écrire? Il est en CE2. Que diriez-vous en tant que professeur? En tant que professeur, donc j'ai plusieurs solutions. Disons qu'après, j'ai plusieurs outils. Soit on écrit directement à l'aide de la main, je dirais. Donc voilà, c'est une des solutions. Il y a l'ordinateur aussi. On peut écrire par l'ordinateur. Il y a des enfants un peu dyspraxiques qui ont du mal à faire les formes, évidemment. C'est très fatigant pour eux. Donc, je passe sur l'ordinateur. Et puis, pour certains enfants, mais là, ça reste après vraiment exceptionnel, j'ai mis en place avec un casque. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, il fait sa production d'écrit en le dictant à l'ordinateur et c'est l'ordinateur qui écrit pour lui. Mhm. Voilà. Oui, Mais après, mais tu le fais quand? ça veut dire que cet enfant-là aussi, il a souvent une reconnaissance MDPH. Enfin, il y a souvent un trouble dyslexique derrière et dysorthographique. Après, voilà, je vais adapter aussi les écrits en fonction de leur faisabilité. D'accord. Mais tu continues quand même à leur faire faire l'écriture manuelle, mais juste que pour l'apprentissage de l'écriture. Pour l'apprentissage de l'écriture, ouais. C'est-à-dire Voilà, encoder. Enfin séparément voilà, de. Voilà. c'est ça, savoir écrire, voilà, pour encoder, tout ça, ça par contre, oui. Mais après, je vais pas, je vais toujours, bon, alors c'est vrai que j'ai une formation un peu auprès de Daniel Dumont aussi. Euh, alors c'est vrai que j'ai quelques pistes aussi pour essayer d'assouplir le poignet ou pour les aider un petit peu à mieux écrire. Euh, mais je suis un peu en difficulté. Alors c'est pas que je suis en difficulté, mais il y aurait tellement de choses à faire. Enfin, je suis dans le collectif aussi, et je pense que ce genre de soins aussi doit se faire individuellement dans des temps en dehors aussi de l'école à un moment donné. Voilà. Alors j'ai Mhm. bien C'est des pareil. pistes, hein, parfois je peux aider effectivement, mais je suis pas non plus une rééducatrice graphique, même si j'ai eu un peu la formation. J'ai quelques tuyaux parce que je vais pas, voilà, je suis pas rééducatrice graphique, j'ai pas fait la formation intégrale, mais j'ai eu la formation de 3 jours avec Daniel Dumont qui nous m'a bien expliqué la progression et puis quelques petites astuces aussi pour aider les enfants à mieux écrire et surtout à voir où est-ce qu'ils sont en difficulté, si c'est une difficulté plutôt qui vient du poignet, du coude, de la position du corps par rapport à la feuille et puis Mhm. la tenue du crayon aussi. Enfin, bon, donc je peux aiguiller un petit peu, mais je lâche prise un peu par rapport à ça aussi, hein. Je peux pas tout faire. C'est ça, oui. Mais eux, ils peuvent. Ce que je voulais dire, que c'était important de continuer quand même, même s'ils ont des difficultés pour écrire, de continuer quand même l'apprentissage de l'écriture manuelle, juste Moi, que je pour continue. le test, juste que pour le graphisme. Pas mélanger avec un exercice de dictée ou un truc comme ça. Si en dictée, s'ils écrivent, ils peuvent le faire à l'ordinateur ou ils peuvent le faire l'écrire et si c'est mal écrit, c'est pas grave. Mais si le geste d'écriture n'est pas bien maîtrisé, ça entraîne des erreurs d'orthographe parce qu'ils ont toute leur attention qui est mobilisée sur l'acte d'écrire et il ne reste plus de capacité d'attention pour réfléchir à comment ça s'écrit. C'est ça. Mais Donc, moi, c'est je important de continue, travailler. mm. Pardon. Mais disons qu'en fait, bon, je suis dans des petites classes, donc évidemment, je continue. Moi, évidemment, je vais adapter. Ça reste, voilà, du cycle 2, mais c'est vrai que si on arrive avec un CM2, par exemple, pour qui l'écriture c'est toujours compliqué, je crois qu'il
voilà, la maîtresse de CM2, elle va pas continuer le graphisme, hein, elle va passer sur l'ordinateur et puis souvent il y aura une AVS de toute façon pour être sa main. Mais voilà, moi en tout cas pour le CP et le C1, bien entendu, je continue. C'est pas d'y Oui, croire, mais voilà, je continue. et c'est important de continuer l'écriture manuelle, mais individuellement, je veux dire, juste que pour le graphisme, pour entrer, parce que ça, il y a un lien entre écrire et lire et parler. Et donc, d'après ce que disent les neuroscientifiques, quand on écrit, quand on lit, les zones de l'écriture s'activent, cérébrales d'écriture s'activent en même temps, alors qu'on est en train de lire. Donc c'est important de continuer quand même l'entraînement du geste graphique, même si les enfants ont des difficultés, ils peuvent juste, c'est juste que pour ça, pour s'entraîner. Et du coup, il n'y a plus le côté orthographe à s'occuper, il y a juste que le geste graphique Ouais. pour Bon, travailler après, ben, je sais pas si les réseaux c'est. de neurones en fait. Hein. Ouais. Disons que moi, au CP, CE1, évidemment, j'ai un créneau horaire pour le graphisme. Ça fait vraiment partie des programmes. Après, arriver Mhm. chez un CM2, bon là, je peux pas parler pour mes collègues, mais je pense que c'est compliqué de rajouter encore autre chose. Et je pense que là, le graphisme, il doit être vu avec une rééducatrice, une Ouais. ergothérapeute. Enfin, voilà. Mhm. Je suis d'accord. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est de ne pas l'abandonner. Ouais. Moi, j'ai fait ça avec un petit garçon là que j'ai suivi pour l'utilisation du casque et qui a un ordinateur, etc. Et je lui ai expliqué que c'était important qu'il s'entraîne à la maison, tout seul, à continuer d'écrire à la main pour lui tout seul, quoi. Que ça ne c'est pas lié à un exercice scolaire. Juste pour lui, pour continuer de développer les réseaux neurologiques qui permettent justement ben, d'arriver à écrire. Euh, Parce que si c'est bien de l'ordinateur, c'est bien l'ordinateur, heureusement qu'on a l'ordinateur d'ailleurs, hein, parce que ceux qui avaient. Alors, merci pour le temps que vous passez, très intéressant. Bon, super. Bon, on va s'arrêter peut-être. D'accord, mais merci beaucoup Mais de rien. pour ce témoignage. Apparemment, on dirait que les personnes ont été super intéressées. S'il y a d'autres questions, ben, elles vont les poser dans les commentaires et puis tu regarderas Ouais. s'il y a besoin de répondre. Mais merci beaucoup. À Au revoir, bientôt. hein. Au Oui. revoir, à La vidéo, bientôt. je sais pas faire. Ouais, je vais le faire, je vais faire taire. C'est